passion de la moto, c'est Moto-Kaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 25 de Carter et Piston, un numéro qui sent bon le déconfinement et dont voici le sommaire. Nous commencerons par faire un petit tour de l'actu. Ensuite, pas mal d'essais dans ce numéro, dont la prise en main de la MV Agusta Brutal 1000 RR. Nous découvrirons également le Bobber 300 de chez Yosung. Nous ferons un peu d'off-road électrique avec la FX Experience des motos 0. Nous ferons le tour de la Yamaha 913 GT, la version Grand Tourisme, de la MT-09. Dans la série Les motos de légende, on va se retrouver au guidon d'une Yamaha 350 RDLC. Nous retrouverons ensuite le Dr Grimm qui, ce mois-ci, nous parlera d'ergonomie. Et enfin, nous découvrirons le gagnant du concours MASH qui a remporté cette très belle 70 125 cm3. Le but de cette émission est aussi de tester des produits pour vous. Mais pas seulement des produits, mais aussi peut-être des services. J'ai testé un nouveau service qui est un site de vente d'équipements, qui est le site xlmoto.fr. Une interface et un système de commande au point. Par contre, je n'ai jamais reçu la commande. La marchandise est revenue chez XL Moto suite à une erreur du transporteur. Apparemment, la marchandise n'a pas été renvoyée. 3 mails ont été envoyés pour avoir des éclaircissements ou un remboursement. Aucune réponse. Donc je ne vous conseille pas trop d'essayer le site xlmoto.fr qui, par mon expérience en tout cas, n'est pas très correct puisqu'en fait l'argent a été encaissé évidemment et la commande n'est jamais arrivée, ceci depuis plus d'un mois. Pour le reste, il y a peu d'actu à se mettre sous la dent, le marché redémarre après ce confinement planétaire, apparemment les concessionnaires ont retrouvé un rythme soutenu et c'est tant mieux. On va faire un peu d'art avec ce photographe brésilien, roi de la mise en scène. Ces photos apparaissent étonnantes, presque irréelles, et pour cause, elles cachent quelque chose derrière ces compositions léchées. Furtivement, il s'agit de motos BMW, garées dans des décors naturels et bien choisis. Raté. Il s'agit de compositions de l'artiste Hernandez de chez Dream Photography, un Sud-Américain, qui a travaillé avec des modèles réduits et la filiale de Mexico. L'artiste a mis en scène des modèles à la taille 1/8, issus du catalogue de la marque, et a soigné, comme il sait le faire, les ambiances. Le résultat est vraiment bluffant. Rappelez-vous, le mois dernier, lors de l'essai de la BMW R90S, je vous avais demandé combien de modèles avaient été produits. Eh bien, la réponse était 17 465 exemplaires de cette R90S ont été construits. Et c'est Julien Polis qui avait été le premier à répondre à cette question et qui a gagné le masque Carter et Piston que vous voyez pour le moment à l'écran. Pour cette émission, je suis en compagnie de Richard Ribin. Alors, comment présenter Richard? Eh bien, peut-être par son palmarès. Je suis obligé de lire parce qu'il est long. Richard a été champion du monde d'endurance en 1983, 11 fois champion de Belgique de vitesse, 2 fois vainqueur des 24 heures de Liège, 3 fois deuxième, 1 fois troisième, vainqueur des prestigieuses 8 heures de Suzuka et un des seuls pilotes à avoir été pilote officiel des 4 marques japonaises. Richard, bonjour. Bonjour. J'ai été complet? Oui, je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, bon, c'est vrai que j'ai touché un peu à tout et j'ai notamment fait de l'enduro aussi avec un titre de champion de Belgique aussi. Allez. Et un petit peu du karting comme ça entre quelques courses où j'ai été aussi champion de Belgique en karting. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Ça, on ne le sait pas toujours, mais bon, voilà, c'est bien de le souligner parce que c'est quand même 2 titres. Oui, voilà, maintenant, bon, voilà, je jouais beaucoup avec tout ce qui était à moteur surtout et tout ce qui était sport, pardon. Et voilà, donc avec pas mal de réussite. Et puis, c'est sûr que avant tout, c'était le plaisir. Et souvent, quand on prend du plaisir, c'est pas mal. Enfin, il faut une petite dose de don quand même, hein, au départ. Oui, mais je pense que le don, voilà, c'est beaucoup de gens à l'heure actuelle n'ont pas l'occasion de vivre comme nous on a vécu, c'est-à-dire de faire beaucoup de bêtises aussi, mais de jouer toujours à l'extérieur, que ce soit au vélo, que ce soit grimper aux arbres, etc. Donc voilà, c'est sûr que à cette époque-là, on était pas mal de jeunes. Quand on faisait un peu de sport, on réussissait pas trop mal. Oui, tout à fait. Et ça a commencé quand tout ça?
Oh ben tout petit, hein. On a commencé par, comme je dis au début, à rouler au vélo. On avait, je me rappelle même que j'avais un vélo avec une plaque avec un numéro, il faisait écrit Joël Robert, donc voilà, donc c'était, on roulait au vélo, on jouait au football, mais la moto, ça a commencé aussi très très jeune, puisque j'avais un voisin qui avait une vieille mobilette, et puis qu'on a rafistolé, on allait rouler dans les chemins derrière chez nous. Ta première moto d'usine, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et ta première course? Ma première course, c'était à mes 18 ans. Donc j'ai acheté une Suzuki T250. Ouais. Et, ici, il a 2 temps. Voilà, tout à fait. Ouais. Qui était donc juste après la TV, donc qui était assez révolutionnaire à l'époque. Et il y avait une course de côte qui se déroulait à Polleur. Donc comme j'étais de Uzi, c'était à 5 km de chez moi. Dans ton jardin. Et j'ai un mauvais copain qui m'a dit ouais, tu devrais y aller. Et puis on y a été. Et ça a été ma première course. Donc c'était en 1972, donc hier. Et la première course, j'ai terminé 2e. Et il restait 2 courses cette année-là, donc il restait Polleur et Forêt-Trou. Oui. Et la 2e Forêt-Trou, j'ai gagné, donc j'ai pas pu me. La piqûre était faite, voilà. C'était trop tard. C'était trop tard. Ouais, ouais. Et puis alors, tu as gardé, tu es resté en championnat de Belgique course de côte, c'est ça? Voilà, à cette époque-là, on avait le championnat de Belgique, on était obligé de faire les courses de côte parce que des circuits, il n'y en a pas de trop. Et on avait Nivelles, on avait Mété, on avait Chimay comme circuit, on avait que ça. Mais par contre, après, on a eu le RAC Junior donc, qui a organisé pas mal de courses. Notamment au stade, notamment c'était aussi un aéroport, c'était, je crois que c'était Landerzeel ou c'est possible, ouais. Enfin donc il y a eu pas mal de petites courses organisées comme ça. Et la 2e année, donc j'ai encore roulé avec cette Suzuki T250 qu'on avait préparée, donc automatiquement passé en groupe 2. Donc c'était les vraies motos de course. Et donc la première année, les 2 courses que j'ai faites, c'était avec ma moto de route, donc on enlevait les rétroviseurs, on mettait du scotch sur le phare. Exactement. Et tu n'avais que 19 ans là? 18 ans. À la 2e année? À la 2e année, oui, 19 ans. Et là, j'ai donc commencé en groupe 2, donc avec une Suzuki préparée. Et la 3e année, donc j'ai acheté ma première vraie moto de course, qui était une Yamaha TZ, que j'ai acheté à un pilote français, qui était Olivier Chevalier, qui était très connu déjà à cette époque-là. Oui, bien sûr. Une 250, une 350? Une 250. Ouais. Et puis, je suis qui était refroidissement liquide déjà? Oui, tout à fait. La TZ, c'était refroidissement liquide. Les refroidissements air, c'était TD2 et TD3, je crois aussi. Ouais. Ouais, donc moi, c'était déjà les TZ. Ouais. Donc, tu as toujours aimé les motos performantes? Mais j'ai toujours aimé aller vite. Oui. Maintenant, petit, vite, c'était peut-être 40 à l'heure. Forcément. Voilà, donc, les repères changent. Voilà, j'ai toujours aimé essayer de faire au mieux, de tirer au mieux du véhicule avec lequel on est. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une 500 ou une 1000 pour prendre son pied, comme on dit dans le jargon. Exactement. Mais des fois, avec une mobilette, tirer la meilleure performance de la moto avec laquelle on roule, c'est ça qui est. Et on se souvient des 24 heures mobilette qu'il y avait lieu à l'époque. Tout à fait. Je n'ai pas participé, mais j'étais voir. C'était rigolo, ça allait. C'était impressionnant. Hein. Ça allait, oui, tout à fait. Avant de continuer à te connaître, et on parle de moto puissante et on parle de chevaux, je te propose de découvrir une machine complètement dingue, c'est un roadster, la nouvelle MV Agusta. MV Agusta Brutal 1000 RR, un roadster de 218 chevaux. Je vous emmène découvrir ce monstre. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più fra i questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'orlo brillante, quel vermiglio donesco color, quel vermiglio donesco color, quei panacchini. Quand on pense MV Agusta, évidemment, on pense aux dizaines de titres mondiaux que cette marque a remportés sur tous les circuits du monde. On pense évidemment aussi à la beauté sculpturale de ces machines qui sont dessinées en Italie par des Italiens. Et en fait, ces motos, c'est de la haute couture.
c'est de la haute couture italienne. Et ces motos se démarquent de la concurrence par tout l'aura et le prestige qui ressort de cette marque. Alors, on est devant la 1000 Brutal RR. Cette machine, en fait, fait 1000 cm3, fait 208 chevaux. Vous avez bien entendu, 208 chevaux, 218 en modifiant un peu la sortie d'échappement, mais bon, on n'est plus là-dessus. Elle est dessinée et munie de pièces, tout ce qu'on peut faire de mieux, évidemment, sur une moto sportive actuelle. Alors bon, est-ce bien raisonnable de mettre ça sur la route? On vient de faire un galop d'essai. Ce galop d'essai était réalisé aux Pays-Bas. Alors il faut savoir que les Pays-Bas n'avaient pas les mêmes règles de confinement que nous. On a la possibilité de rouler en moto aux Pays-Bas, mais le Pays-Bas n'est pas réputé pour l'aspect sinueux de ses routes. Et donc en fait on a testé cette moto sur peu de virages et principalement des lignes droites. Donc on a testé surtout son accélération. Et en fait le confinement, comme je vous le disais, n'est pas le même là-bas que chez nous. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, je trouve, un peu beaucoup de circulation pour tester ce genre de moto. On a donc fait plutôt une prise de contact plus que positive, parce qu'en fait cette moto, et on l'a voulu dès le départ, elle a été dessinée, elle a été pensée comme telle. Cette moto doit vous donner un sentiment un peu d'agressivité, déjà rien qu'en la regardant, par le côté à la hache, le côté tracé de ses lignes, par le côté sculptural, je l'ai déjà dit, la manière dont elle est dessinée, mais aussi par la qualité des pièces et l'énergie en fait qui en ressort. Alors bon, ben une fois à son guidon, je m'entends de vous dire que c'est quelque chose d'assez exceptionnel de rouler sur une telle moto. Je vous disais qu'elle est équipée au niveau électronique de tout ce qu'on peut faire à peu près de mieux, suspension active, différents modes de conduite évidemment, shifter, les ABS, les anti-wheeling, le traction control, tout ça est paramétrable dans tous les sens. Alors l'anti-wheeling, lui, il est un peu particulier parce qu'en fait, sur la plupart des motos, qu'est-ce qui se passe quand vous levez la roue avant? Il y a une coupure d'allumage. Et cette coupure d'allumage fait que vous reposez directement, ici, la roue avant. Ce qui se passe sur la MV, c'est totalement différent. La moto lève jusqu'à un certain point, et en fait, le régime moteur fait qu'on ne subit pas de coupure et on garde le wheeling. Alors voilà, de mauvais pilotes, on devient tout d'un coup un pilote pas trop mauvais, mais je vous assure qu'il faut du dégagement pour le faire, parce qu'on arrive très très vite à des vitesses complètement hallucinantes. Alors, pour une moto aussi impressionnante, aussi puissante, aussi pleine de couple, j'ai été aussi impressionné par la facilité et l'accessibilité de cette moto. Elle est facile à conduire. Comme le dirait Brian Gillen, qui est en fait le responsable du développement de cette moto, avec qui nous avons eu une vidéoconférence, il nous dit c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'en fait cette moto se conduit assez facilement, on a la souplesse d'un 4 cylindres, et puis dès que vous ouvrez, on rentre vraiment dans une dimension totalement différente. Elle devient Dr Jekyll et Mr Hyde, et effectivement on se demande un peu à quoi peut servir une telle moto sur la route. Elle aurait évidemment sa place sur un circuit, et sur un circuit, ben, finalement, elle n'y a pas sa place non plus, parce qu'elle n'a pas de protection, elle n'a pas de carénage. Ceci dit, on a commencé par l'Italie, on a commencé par MV Agusta. Je vais refermer cette parenthèse là-dessus, c'est que aussi l'Italie est le pays des supercars, c'est le pays des Ferrari, c'est le pays des Lamborghini. Alors on peut aussi avoir des superbikes. Et je crois vraiment que cette MV Agusta 1000 Brutal RR en est une. On a fait ici un premier galop d'essai. Je remercie vraiment l'apportateur de nous avoir permis de rouler sur cette moto dans les conditions actuelles. On ira donc faire un essai sur route et peut-être sur circuit pour essayer d'aller chercher un peu les limites de cette moto, si j'en suis capable, évidemment, parce que je vous assure, c'est une fameuse bête. Tout est au rendez-vous, et encore une fois, bravo aux ingénieurs de chez MV Agusta. Je ne regrette pas le déplacement. Bon Richard, 208 chevaux sur un roadster, est-ce que c'est bien raisonnable de mettre ça sur la route? Ben oui, je pense que maintenant c'est un peu pareil que si on dit est-ce bien raisonnable de mettre une Porsche ou une Ferrari sur la route. Exactement. Et je dis toujours en rigolant, plus on met moins de gaz, moins on avance plus vite. Donc voilà, si on conduit ce roadster en bon père de famille, comme on dit, ben, ouais. Pourquoi pas, oui. Oui, tout à fait. Richard, avec un palmarès comme le tien, j'imagine que tu as accumulé des souvenirs par milliers. On ne va pas te demander de les énumérer, mais tu dois quand même en avoir pas mal. Est-ce que tu as 3 victoires qui t'ont vraiment marqué, qui restent pour toi des souvenirs ineffaçables?
3 victoires, oui, il y en a plus, toutes les victoires d'ailleurs. Mais c'est vrai que déjà la toute première victoire en course de côte, c'était voilà, c'est la première victoire. Donc c'est vraiment ce qui m'a décidé à continuer la compétition. Maintenant, c'est sûr que ma première victoire au championnat du monde, donc, qui était en endurance avec la Kawasaki Performance, c'était à Brandzach avec Christian Huguet. Ça, c'est un souvenir, voilà, c'est inoubliable. Et, oui, puis quand même aller battre les Anglais, c'était quand même quelque chose à l'époque, non? Oui, et puis bon, c'était vraiment ma première course d'endurance sur une moto d'usine. Donc ils m'ont appelé en renfort à Brandzach. Je suis arrivé là, mais hyper décontracté. Et ça s'est vraiment super bien passé. Après la course d'ailleurs, Rosset m'a proposé directement un guidon d'usine pour l'année d'après. Malheureusement ou heureusement, j'avais un contrat pour rouler en Grand Prix 500 avec Virginio Ferrari qui était vice-champion du monde à cette époque-là. Donc voilà, mon choix était fait. Les Grands Prix, c'était quand même... Oui, le Grand Prix, c'était vraiment l'apothéose. Ça s'est pas très bien passé parce que bon, il y a eu des soucis avec le team. Donc je me suis retrouvé après 3 courses sans moto. Et là, Kawasaki est de suite revenu pour me proposer la place qu'il m'avait proposée de l'année avant. Donc là, c'est sûr que c'est une des victoires qui a vraiment... lancé ta carrière. Voilà, lancé ma carrière en endurance. Pardon. Bon, alors la deuxième victoire, évidemment, c'est les 24 heures de Francorchamps, parce que ça, c'est quelque chose que... Dans ton jardin. Dans mon jardin, puis le nombre de fois où on est passé vraiment à côté... voilà, et la première victoire, ça a été vraiment quelque chose d'inoubliable. Et l'équipage, c'était? Avec Hervé Moineau. À cette époque-là, nous, on roulait toujours à 2, alors que les autres équipes roulaient à 3. C'était quand même une performance physique aussi, hein, rouler à 2, non? Mais écoutez, pour être honnête, moi, je n'ai pas eu plus facile à 3. C'est vrai? Ouais, qu'à 2, parce que je vais dire, il y a même des moments où redémarrer était plus difficile parce qu'on est resté plus longtemps, voilà, donc on est peut-être resté moins chaud, je vais dire. Donc maintenant, c'est vrai que moi, ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'à toutes les courses de 24 heures que j'ai fait, même quand on roulait à 2, je dormais, mais même 20 minutes à chaque relais, je dormais vraiment. Donc ça, c'est, tu parvenais à faire ça? Ah oui, moi je me mettais, mais toujours maintenant. Moi, quand je dis dos au dos, c'est dos au dos. C'est vrai. Donc, je pense que ça m'a aidé, mais maintenant c'est clair que les endurances, c'est 24 relais de Grand Prix, quoi. Donc, à cette époque-là aussi, mais c'était quand même moins vite, les motos beaucoup moins physiques. Parce que moins d'adhérence, ça freinait moins fort, ça accélérait moins fort, donc il n'y a rien à faire. Maintenant, je peux vous dire qu'une moto de compétition, c'est vraiment physique, et tous les pilotes à l'heure actuelle sont de vrais athlètes. Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, donc, et la troisième victoire qui en fait s'est passée avant Francorchamps, c'était les 8 heures de Suzuka, évidemment, ça c'est mythique ça. Ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel, comme je pense que aux yeux des Japonais, c'était même plus important qu'un titre de champion du monde. Donc c'était Suzuka, même à l'heure d'aujourd'hui. Oui, ça reste une épreuve importante. Voilà, c'est une épreuve importante, et on était le premier équipage 100% européen d'ailleurs à gagner les 8 heures de Suzuka. Avec qui là? Avec Hervé Moineau. Encore, ouais. Et je pense toujours à 2, mais là les 8 heures c'est toujours à 2 aussi. Et je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose comme équipage 100% européen qui ont gagné. Ah oui. Il y a Saron, je ne sais plus qui il était, je me demande, je ne sais pas, avec Alex Vieira qui l'a gagné aussi, je pense. Mais il n'y a pas eu énormément de... c'est gravé dans le marbre là-bas quelquefois. Voilà, ça c'est quand même génial. Ouais. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé par la course de côte avec un 2 cylindres 2 temps. Oui. Eh bien écoute, on va découvrir un autre 2 cylindres 2 temps mythique dans la rubrique bécane de légende. C'est la Yamaha RDLC 350. Qui est similaire. Similaire, moto exceptionnelle. À l'époque, on était fou de ces motos parce que c'était des copier-coller des motos de Grand Prix, enfin plus ou moins, mais elle était vraiment issue de la TZ et moto fantastique. On va découvrir la moto de légende du mois, la Yamaha 350 RDLC. J'ai rendez-vous avec un copain qui vient avec une Yamaha 350 RDLC. Je l'attends.
Hey, salut. Joël. Ça va bien? Ça va? Ça va, j'ai amené mamie. Ouais, bah écoute, ça fait un petit temps qu'on en parle. Ben oui. Quelle moto incroyable. Et donc pour la petite histoire, nous on se connaît depuis de très nombreuses années. On s'est perdu de vue et puis Facebook fait que Voilà. les chemins se croisent de temps en temps. Et puis j'ai vu que tu avais cette merveille, on s'est contacté, je t'ai dit écoute, je fais dans le cadre de mon émission une rubrique qui s'appelle Tché aime les vieilles. Hein. Et donc je me suis dit que cette moto devait absolument rentrer dans ce qu'on appelle les motos de légende, parce que c'est vraiment une moto de légende. Elle en fait partie, hein. Surtout quand on voit le revival d'Internet, de plus en plus grâce à Facebook, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qu'on recherche et Ouais. qu'on retape Et qui en ont. et on se dit mais d'où elles sortent toutes ces motos quoi. Donc pour la petite histoire, parce que bon, nous on est des anciens quand on voit hein, la couleur des poils de notre barbe, Oui. mais bon, tout le monde ne connaît pas cette moto 350 RDLC Yamaha, modèle qui est sorti en 1979. Oui, sans refroidissement liquide, hein, Voilà. c'était l'RD tout court. Voilà, c'était l'évolution de la RD 350 RD 400. Ouais. Hein, c'est ça. Et puis cette moto a eu une très longue carrière puisqu'elle a été produite jusqu'en 1995 avec tout un Ouais. tas d'évolutions. Alors on est dans une époque complètement dingue parce qu'on est dans une époque où il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la vitesse et s'identifier au MotoGP. Et Voilà. donc cette moto est issue des motos de compétition usine et compétition client qui étaient les TZ. Le TZ, ouais. Alors une époque dingue parce qu'en plus Yamaha avait joué un coup complètement dingue, elle avait réussi à persuader le roi Ago d'abandonner son MV Agusta pour rouler sur ouais. une Yam TZ. Donc Avec succès d'ailleurs. hein. Oui, bien sûr. Les Yam TZ avaient une aura complètement dingue. Et Mhm. quand cette moto est sortie, il y a eu une coupe Yamaha, Ouais. comme la coupe Kawa qui a décelé pas mal de talent. De au niveau talent, pilote. ouais. Et donc voilà, donc c'était un bicylindre, 2 temps, Deux temps, celui-ci refroidissement liquide. On était à l'époque quand elle est sortie 47 chevaux, mais je crois qu'avec l'YPVS, Ouais, on on est en monté- a on- 12 de plus. hein. Voilà, ici la 350, c'est le modèle 31K. Officiellement, c'est une 57V parce qu'elle est carénée, Oui, mais c'est le modèle 31K. On était à 59 chevaux d'origine. d'accord. Et après, en 87, il y a la AWT qui est sortie. Et là, c'était 63 chevaux. D'accord. Mais j'ai bien dit d'origine, parce qu'il suffisait de 2-3 magouilles et on montait dans les chevaux. Alors en parlant magouille, Oui, cette moto en a 2-3, oui, quelques-unes. hein, quelques-unes. Donc en fait, il faut d'abord dire qu'elle est dans sa couleur, dans son Ouais. état et dans son jus d'origine. Voilà, ce qui justifie quelques fissures dans les plastiques. Un peu de vibration peut-être. Oui. Oui, surtout, en fait, malheureusement, en bas régime. Oui. Donc, c'est vraiment plus une moto faite pour rouler de nos jours, tous les jours, parce que les limitations de vitesse, les radars dans tous les coins. Ouais. On est obligé de rouler, on est normalement obligé de rouler aux limitations de vitesse, mais elle n'aime pas. Ouais. Et donc, c'est un refroidissement liquide, mais il n'y a pas de ventilateur déjà. Ouais. Donc, en ville, c'est une catastrophe, ça chauffe. Ouais. Et alors, ça vibre, je veux dire, 4-5 000 tours. En plus, c'est en dessous de 6 000, il n'y a rien du tout. Ouais. Donc, c'est vraiment pas fait pour rouler comme ça. Et c'est une autre époque, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, donc qu'est-ce qu'il y a de modifié en fait sur cette moto? Alors là, la première chose que j'ai modifiée, qui est visible, c'est les pots de détente. Oui. Parce que les pots d'origine, moi, je les trouvais déjà très moches. Le bruit n'était pas très grand prix. Ici on y est. Hein. Ah, ici, on y est. Ouais. Et alors, surtout, en changeant les pots de détente, hein, c'est à 2 temps, donc tu sais Oui. bien, il y a le système d'onde de Bien choc. sûr, bien sûr. J'ai gagné quand même quelques canassons. Et un agrément de conduite quand même assez fabuleux, parce que d'origine, la zone rouge étant à 10 000 tours, Oui. ça plafonnait à 10 000, 10 500. Oui. Ici, ça prend allègrement 13 000 tours. hein. Ah oui. Donc elle va, c'est pas bon, faut pas y faire trop souvent quand même, Non, parce non, que, non, hein. non. Mais ça va bien. Alors j'ai les carburateurs, curieusement quand j'écoute les gens qui roulent en coupe, parce qu'il y a encore des gens qui roulent en coupe classique, Ouais. moi j'ai mis les carburateurs de la AWT, donc c'est un système avec le passage d'air pousse l'essence, il y a un tuyau qui renvoie. Moi ça va bien, il y en a plein qui disent que ça va pas bien. D'accord. Bon, elle est réglée pour. Ouais. Les transferts, comme c'est à 2 temps, il y avait un peu de matière en trop. Bon, donc on parle évidemment un peu mécanique, mais pour situer un peu, toi tu es mécanicien de métier, Ouais. tu es mécanicien pour avion, Pour à avion. la hein. force aérienne, donc tu sais évidemment de quoi tu parles. Tout le monde n'est pas féru de mécanique comme nous et comme toi en tout cas. Mhm. Le 2 temps, il n'y en a plus beaucoup, donc il faut juste Ouais. rappeler peut-être quand on parle de lumière, c'est-à-dire que dans le cylindre, il y a des trous. Il y a des trous, ouais. On va synthétiser, il y a des trous, et ces trous permettent de remplir en fait Le carter. Et... le carter avant de renvoyer Voilà. le mélange au-dessus. Et Et alors, alors- bon, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On polissait
ces lumières. Voilà. On les ouvrait un petit peu pour favoriser le remplissage. Pas polir de du trop, moteur. hein, parce Ouais. qu'il y a une histoire de couche limite. Donc si c'est poli de trop, il n'y a pas assez de turbulence. Ne et rentrons voilà. pas dans les détails, mais bon. Mais en fait, l'avantage du 2 temps, par rapport à maintenant, il n'y en a plus parce que ça pollue énormément, il ne faut pas Ouais. se leurrer. Alors la consommation, je n'en parle même pas. Hein. Voilà. C'est-à-dire Ici, en faisant le kéké, j'arrive à 12-13 litres au 100 Ah oui, quand même. de mélange 2 temps. Oui, parce que en fait, tu fais ton mélange directement. Oui, j'ai enlevé la pompe à huile parce que... Enfin non, la pompe à huile est toujours physiquement là, mais j'ai enlevé le pignon. Donc la pompe à huile, le problème c'est qu'elle était sur la poignée de gaz. Donc en Ouais. ouvrant les gaz, on envoyait un certain nombre de centimètres cubes d'huile dans le bazar et ça marchait très bien. Sauf que j'ai fait une amorce de serrage un jour sur autoroute, il faisait très froid. Et je roulais à 120, peinard, les gaz bien coupés et il n'y a pas assez d'huile qui venait. Ah oui, Et d'accord. comme il faisait froid, le thermomètre ne m'a pas averti. Et là, elle a fait une amorce de serrage. Donc là, je me suis dit, j'enlève le truc et je fais mon mélange moi-même. Bon, c'est vrai que c'est un peu casse-tête quand on fait des kilomètres. Oui, parce qu'on n'en trouve plus du On mélange. n'en trouve plus, donc il faut prendre sa dose d'huile pour un certain nombre de litres d'essence Ouais, c'est et ça, tout. ouais, Mais comme faut maintenant, appliquer. c'est ma moto plaisir, je m'en Ouais, fiche voilà. un peu, quoi. D'accord. Ok. Et donc, voilà, moto mythique, moto de légende qui a fait rêver, baver pas mal de jeunes d'entre nous parce qu'à l'époque c'était un peu l'arme absolue. On mettait des boîtes à peu près tout ce qui roulait Voilà. avec ça. Et ça c'était pas mal. c'est quand même une Joël, accélération de malade. tu dois quand même bien te douter que si on a pris rendez-vous. Tu vas l'essayer. Bah écoute, en plus je trépigne, tu vois. Donc écoute, je vais chercher mon casque, je vais chercher ma veste. Et puis, écoute, je vais aller faire un petit tour avec. Ça va, il Et, ne faut pas la casser. Hein, parce Attends, que... moi, je vais vraiment faire le maximum. D'accord. Alors, je te préviens déjà que comme j'ai mis des commandes reculées parce Ouais. que j'en avais marre d'arracher mes orteils dans les Ouais. virages, il faut être souple. D'accord. Mais c'est une de mes qualités premières. Ça va alors, ça marche. Bon, allez, je vais chercher mes trucs. Ça vibre un peu les gars, mais c'est pas grave, ça va être bon. Les gars, incroyable, incroyable. Alors, c'est une sensation qu'on n'a plus maintenant. C'est ces montées en régime fulgurantes, le contour qui monte comme ça d'un coup, le bruit dans les oreilles. On est dans une ambiance Grand Prix, c'est vraiment extraordinaire. Ça a quand même un peu de souplesse, je suis étonné. Si on descend un peu dans les tours, ça repart. Faut pas exagérer, hein, sinon ça commence à cogner un petit peu. Mais sinon, quel plaisir, c'est léger, ça marche. Et je suis très étonné du freinage. Parce qu'en fait, on est sur un freinage d'origine, bon, qui était bien entretenu. Rappelez-vous qu'on avait bien spécifié d'entretenir ses freins ainsi que ses étriers. Ça a été fait sur cette moto et sincèrement, ça freine pas mal. Les gars, j'ai roulé sur une 350 RDLC. RSM Moto, c'est votre spécialiste Kawasaki en région bruxelloise. Acheter votre Kawasaki chez RSM, c'est être certain du meilleur service de la région. Je peux te dire que j'ai adoré rouler sur cette Yamaha. J'ai retrouvé mes 18 ans à l'époque. Moi, j'avais roulé, j'avais une 500 Suzuki, tu vois, et on était tous avec des 2 temps. Et puis j'ai eu une 750 GT qui n'était pas la meilleure des motos. C'était un peu chewing-gum, mais voilà, j'ai retrouvé les odeurs aussi, tu vois, des choses qu'on n'a plus, quoi. Donc c'était quand même formidable. On parle moto depuis le début, on va évidemment continuer. Tu continues évidemment à être actif dans le monde de la moto et pas seulement dans la compétition, puisque tu as ouvert une école. Oui,
tout à fait. Donc en 2005, j'ai passé, non 2004 pardon, j'ai passé mon brevet. On a été le premier jet des moniteurs moto de l'ADEPS. Ah oui, d'accord. Oui, c'était une certification. Ça. Voilà, la fédération donc avait lancé ça, des brevets, donc on a passé notre brevet. Et pour valider ce brevet, on devait donner 2 heures de cours à des enfants. Et donc j'ai donné ces 2 heures de cours. Quel âge? Oui, les enfants avaient 7, 8, 9 ans peut-être vers là. Et donc j'étais parti avec Ariel Servet et Jean-Pierre Lacrosse, qui était aussi du premier jet. Et on était partis ensemble en voiture. Et en revenant dans la voiture, je leur ai dit, hey, les gars, moi c'est un truc, ça me rend fou, quoi, ça me plaît, je vais faire ça. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, si tu fais ça, on marche avec toi. Et voilà, j'ai créé mon école. Et donc le départ, j'ai créé l'école spécialement pour les enfants. D'accord. Voilà. Et donc quand tu dis les enfants, ils doivent quoi? Ils doivent avoir un petit bagage technique, ils doivent quand même savoir rouler en vélo, avoir un peu d'équilibre, ça j'imagine, mais si celui qui n'a jamais roulé en moto, il peut venir? Oui, tout à fait. Donc la seule condition, justement, comme tu l'as dit, c'est qu'il sache rouler à vélo sans roue d'appoint, évidemment. Oui. Et pour le reste, il n'y a aucun souci. À partir du moment où c'est roulé en vélo, donc on a des petits de 4 ans qui viennent. Si, oui. Et voilà, donc moi dès le début j'ai été trouvé Yamaha qui m'a dit c'est une très bonne idée, nous on marche. Et puis voilà, j'ai eu des motos, donc il y a des petites Yamaha, des petits Piwi, etc. Ouais, tout à fait. Donc, qui sont pour des enfants de 4 ans, et on a de 4 à 18 ans. Donc là on est sur des petites boîtes automatiques. Tout à fait. Et alors après on passe sur des motos avec des boîtes de vitesse. Voilà, après donc on a la TTR 50 qui a un petit 4 temps avec 3 vitesses automatiques. Ouais. Donc il y a le TTR 90, TTR 110, c'est toujours pareil, c'est vitesse... Quand tu dis automatique, il n'y a pas d'embrayage. Voilà, il n'y a pas d'embrayage, mais vous avez quand même le sélecteur avec la boîte de vitesse. Et puis après, on passe alors avec la TTR 125 qui est carrément la moto avec l'embrayage, la boîte. C'est ça, ouais. Qui sont des petites motos 4 torts adaptées spécialement pour les enfants et les jeunes. Et les stages durent combien de temps? On a des stages, nous, c'est des stages à chaque congé scolaire qui sont de 2 jours minimum. Okay. Et on a des stages aussi d'1 semaine, donc des stages même une semaine en internat. Et donc là, avec des enfants de 4 à... Et ça se fait, j'imagine, au circuit fermé, forcément, on ne va pas mettre ces gosses-là sur la route. Et on est plutôt tout-terrain ou plutôt mais les enfants, les motos d'enfants, c'est des enfants plus typés tout-terrain, mais on fait ça, domaine enduro de Bilstein, mais par exemple, un enfant qui n'a jamais roulé, on commence sur l'asphalte. Ouais. Donc, parce que c'est le terrain plus facile qui n'est pas accidenté, et jamais on ne laisse tourner des enfants sur un circuit tout seul. On fait beaucoup d'exercices de maîtrise avec des cônes, des slaloms, des équilibres, freinage, puis des jeux aussi à moto. Alors depuis 2005, donc c'est ça? Oui. Est-ce que tu as formé des gars qui ont été un peu plus loin dans le monde de la moto? Oui, on a même à un moment donné fait un team avec des jeunes qu'on a encadrés qui commençaient la compétition. Et il y a des gens qui roulent en motocross et puis qui font pas leur carrière, je vais dire, mais que leur sport, c'est devenu la moto. Et j'ai notamment eu Morane de Barquet, donc, qui a fait elle, du mondial donc motocross féminin. Ouais. Et il a démarré chez toi? Morane, c'est une fille motocross féminin. Elle a démarré chez toi? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc j'ai d'autres personnes aussi qui ont fait un peu après du motocross, championnat d'Europe. Et puis voilà, donc, ça doit quand même être extraordinaire de voir la banane des gosses quand ils commencent à maîtriser un peu l'engin et leur premier tour de roue sur quelque chose de motorisé où ils ne doivent pas pédaler, ça doit être génial quand même. Oui, même pas quand ils maîtrisent, rien que le fait que le matin, quand vous mettez la moto en marche, le bout et tout ça, on voit les yeux et tout. Et bon, c'est ça qui est magnifique, qu'il pleuve, qu'il vente, un enfant, il est sur la moto. Il va, exactement, c'est un plaisir. Ça, quand il pleut, c'est plus embêtant pour nous que pour eux. Parce que Est-ce que dans ton parc moto, tu es qu'avec des motos thermiques? Oui. Est-ce que tu pourrais te dire que tu pourrais passer à l'électrique? Oui, par contre, je ne pense pas, j'en suis certain, que soit vous faites du thermique, soit vous faites de l'électrique. Les deux, ça ne peut pas fonctionner. Les enfants vont se battre. Ah oui? Vous mettez 2 motos électriques et une thermique, ils vont se battre pour aller sur la thermique. C'est vrai? Ah ben c'est sûr. Le bruit? Le bruit.
Et à longueur de journée, on doit répéter, la dernière fois qu'à l'arrêt, c'est mais on met du gaz, c'est répéter, ne mets pas du gaz à l'arrêt, parce que je suis sûr, je ne l'ai pas vécu, hein, mais je suis certain qu'ils vont se battre pour ça fait partie de l'imaginaire du sport moteur, le bruit. Voilà, la moto, c'est thermique, et puis, mais bon, voilà, il y a j'ai des gamins qui viennent avec leur moto électrique au stage, et ça fonctionne très bien, ils s'amusent très bien, et il n'y a aucun souci, hein, mais en location, je pense que c'est compliqué. Et en fait, on fait un peu de trial de temps en temps ensemble le dimanche, on se croise sur des motos thermiques, évidemment. J'ai essayé il n'y a pas tellement longtemps une moto de trial électrique. C'est peut-être une discipline par laquelle l'électrique arrivera le plus facilement, parce qu'on est entre 2 heures et 2 heures et demie d'autonomie, ce qui correspond plus ou moins à la durée de nos sorties quand on va se balader le dimanche. La seule chose, c'est qu'on est sur des motos, à mon avis, en tout cas pour mon niveau, et pour ce qu'on fait, nous on ne fait pas du franchissement d'obstacles, on fait de la progression, c'est des motos un peu trop modernes. Mais ça reste quand même vachement intéressant. Oui, tout à fait. Hier, on a été roulé un peu en trial. Il y avait, pas n'importe qui évidemment, puisque c'est Eric Lejeune qui était avec une moto électrique. Et franchement, c'est impressionnant. Hein, oui, c'est impressionnant. Bon, déjà, le garçon, c'est un petit peu comment ça fonctionne, mais franchement, c'est impressionnant. Ouais. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le peu de bruit que ça génère. Et quand on va d'un endroit à un autre et qu'on croise d'autres usagers des chemins de balade, que ce soit des gars à vélo, des promeneurs ou bien des gens à cheval. Et c'est une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps avec les motos zéro. Et on a été invité pour faire la FX expérience. Alors la FX, c'est une moto zéro tout-terrain. Et on est parti dans les chemins en Flandre. Et là, tu vas voir, on a croisé des piétons, on a croisé des gens à cheval, on a croisé des VTTistes. Et en fait, au début, les gens sont un petit peu méfiants, et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de bruit, et puis ça réconcilie un tout petit peu les mondes. Oui. Donc je trouve que c'est pas mal. On va découvrir la FX expérience avec les motos zéro. Bon, évidemment, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'entend absolument rien. Donc là, je roule, il n'y a aucun bruit mécanique. Tout ce qu'on entend, c'est le crissement des pneus sur la rocaille. Et c'est vraiment un vrai bonheur parce qu'en fait, on a fait une superbe balade ici en Flandre. Et pendant cette superbe balade, on a croisé pas mal de gens. On a croisé, je vais m'arrêter, ça va être quand même plus confortable pour parler. Voilà. Alors on a croisé des piétons, on a croisé des cavaliers, on est passé près d'un élevage de chevaux. Voilà, ça c'est évidemment extraordinaire. On est dans un passage très étroit. Comme vous le voyez, il y a des chevaux qui sont au plus près de la clôture. Il y en a vraiment dans tous les sens. Et on ne peut que s'apercevoir d'une chose, c'est qu'ils ne sont absolument pas effrayés par la masse que représente une moto. Ce qui les effraie en général, c'est le bruit. Et là, écoutez, ils viennent vous dire bonjour, donc c'est quand même assez extraordinaire. Alors il faut être doublement prudent parce qu'en fait les gens ne vous entendent pas arriver. Et ça c'est un peu perturbant au début. Même chose, évidemment, dans les chemins de terre, il y a une chose dont il faut absolument appréhender dès le départ, mis à part évidemment la facilité d'appréhension, la facilité de prise en main de telle moto. Je le rappelle, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de boîte de vitesse, mais il n'y a aussi pas de frein moteur. Donc il ne faut pas avoir peur de se servir des freins. Rappelez-vous, le mois dernier, nous avions découvert ensemble la Zero SRF, la vision un peu roadster de la marque californienne. Et là, en fait, j'essaye deux motos. J'essaye la Zero FX qui se trouve là derrière moi et j'essaye la Zero DS sur laquelle je suis assis. Alors deux motos au caractère bien différent de ce qu'on a vu le mois dernier, deux motos avec des aptitudes au tout-terrain qui sont réelles, mais aussi des aptitudes urbaines. Ces motos sont légères, elles sont vives. La FX qui est derrière moi fait un peu plus de 40 chevaux et sera donc accessible au permis A2.
mais ça fait plus de 100 Nm de couple. Donc ça pousse comme peu de machines poussent sur le marché. Donc on se retrouve finalement dans un paradoxe de pouvoir rouler sur une moto avec un permis qui n'est pas encore le permis full, et avec une moto qui pousse plus que certaines full. Donc le meilleur des deux mondes, on n'en sait rien. En tout cas, donc on a d'emblée sur ces machines, aussi bien sur le Roadster du mois dernier que sur ces deux machines-ci, une prise en main immédiate, une facilité d'accès et la possibilité d'aller chercher un nouveau public, un public qui n'est peut-être pas un public motard comme nous l'entendons, parce qu'en fait pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, et donc une prise en main très rapide, très facile et très intuitive. Alors sur les chemins, j'ai été étonné en fait du modèle FX qui est derrière moi, par sa facilité, la qualité des suspensions. On se retrouve en fait sur une moto entre l'enduro et le trail. Donc on n'est pas sur une pure enduro, on est bien d'accord sur la qualité des suspensions, mais on pourra quand même faire vraiment pas mal de choses. Il faut évidemment trouver un peu le mode d'emploi. Il y a ce dosage de gaz, il faut faire attention quand on sort d'une courbe un peu serrée de ne pas remettre gaz trop fort, parce qu'avec un tel couple, je vous assure que ça envoie et on patine très très vite, et donc c'est assez excitant, c'est vraiment amusant. Ces motos pourront trouver leur place évidemment en ville, avec 120-150 km d'autonomie, un peu en fonction comme de la manière dont vous roulez, et vous allez vous retrouver finalement sur deux fameux jouets. Alors, moi sincèrement, je vais vous dire que si j'avais une utilisation urbaine de mon véhicule, je crois sincèrement que je me laisserais à mon avis tenter par ce genre de moto et ce genre de mode de déplacement qui est d'un côté ludique, de l'autre côté écologique. Je le rappelle, on en avait parlé le mois dernier, on pourra évidemment épiloguer sur la manière dont les matières premières sont extraites pour fabriquer les batteries, la manière dont on va recycler ces véhicules en fin de vie. Ok, on est d'accord, on est à l'aube d'une nouvelle ère et il faut absolument s'y intéresser. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je trouve qu'il est intéressant de connaître ce nouveau monde de la moto et d'essayer de voir ce qui peut nous amener. Bon, donc au niveau des prix, on est au même prix sur les deux machines, on est à 13 050 €, 13 000 € pour chacune des deux versions, mais il y a une prime fédérale de 1 950 € à l'achat d'un tel véhicule, donc on arrive environ à 11 000 € pour ce type de véhicule. Alors, bon, on est effectivement dans une plage de prix peut-être relativement haute, par rapport à la taille et par rapport à l'emploi du véhicule et son autonomie. Hein, on est bien d'accord qu'on reste toujours relativement cantonné dans des distances proches, ou alors il faut organiser sa manière de voyager tout à fait différemment. Donc voilà une autre version des zéros. Je suis content de vous les présenter parce qu'en fait on les connaît un peu moins bien et on aurait toutes les raisons de penser qu'on pourrait s'en servir chez nous aussi. Ici je suis en Flandre, il fait plat partout, d'accord, mais on a fait pas mal de petits chemins. Chez nous c'est peut-être un peu plus nivelé, mais je crois aussi qu'il faut penser à l'utilisation urbaine de ces motos. Bon, allez, assez parlé, moi j'y retourne. À tout à l'heure. Bon voilà, Thierry est en train de poser des questions à un représentant des forces de l'ordre, on va plutôt dire une sorte de garde forestier, hein. On est ici en Flandre, et pour lui il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la cohabitation des véhicules électriques et des autres usagers des voies qui sont ici à notre disposition, donc aussi bien les cavaliers, les cyclistes, les piétons, tout le monde se mélange de façon harmonieuse et finalement la moto a tout à y gagner. Moto Kaiser, c'est plus de 500 motos et quad neufs en stock. Plus de 100 motos d'occasion. Nous sommes aussi les seuls à vous offrir 50 garanties sur tous les véhicules neufs. C'est aussi un service de location et d'essai de toutes marques. En rayon, c'est plus de 10 000 casques de toutes les marques. Des milliers d'équipements hommes, dames et enfants. C'est un but de balade le week-end. Ça me permet de voir les nouveautés. Tous les dimanches, c'est Motokaiser. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi.
donc, pour continuer à parler de ton école, en fait, tu ne t'adresses pas qu'aux enfants. Tu as tout un tas de stages différents dans ton école qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Oui, tout à fait. Donc, en fait, au départ, on a commencé avec les enfants, puis on a eu des demandes aussi pour des parents qui disaient, tiens, est-ce que vous ne feriez pas l'initiation adulte? On a dit, allons-y. On a fait initiation adulte, pardon. Après, on a fait évidemment du perfectionnement, parce qu'il y a énormément de gens qui disent, voilà, moi j'ai appris à conduire une moto en auto-école, mais je n'ai jamais fait maîtrise. Ou des gens qui disent, j'ai roulé en moto quand j'avais 16-17 ans, et puis maintenant j'en ai 40 et je voudrais reprendre la moto, est-ce que vous ne feriez pas des... Donc on a fait aussi des stages de maîtrise, de remise à niveau. On a fait des stages enduro, puisqu'on a fait des stages après motocross, donc il y a aussi des stages enduro, initiation enduro, ça c'est une forte demande quand même, des gens qui pratiquent la moto de route et qui n'ont jamais fait de tout-terrain, qui se disent tiens, ça me plairait d'essayer le tout-terrain. Donc voilà, on a un peu plusieurs formules. Oui. Et cerise sur le gâteau, une fois que tu as formé les gens, tu les envoies en voyage. Enfin, tu pars avec eux en voyage. Voilà, mais ça c'est plus un plaisir. Donc puisqu'on ne peut plus trop rouler en Belgique, dans les bois, etc. Et à l'étranger, il y a encore des pays où on peut rouler. Donc tout à fait, on fait des randonnées. Ça c'est génial. Ouais, c'est génial, on fait l'Espagne, la France, la Pologne. Et donc on part avec les motos de l'école ou les motos des gens. Ils prennent avec leur moto. Voilà, les gens viennent avec leur moto. Bon, j'ai toujours une ou deux motos disponibles au cas où. Et moi je transporte tout le matériel, les motos, les matériels, les sacs des gens. Donc les gens soit viennent avec leur voiture ou en avion. Grand confort, quoi. Voilà. Oui, ça c'est génial, c'est la solution idéale. On s'occupe de tout, des réservations d'hôtels, des repas, on a un guide sur place qui fait... Voilà, parfait. Ça c'est super agréable. Bon, évidemment, pour le moment, c'est un peu compliqué parce que les frontières sont fermées. J'imagine que l'année 2020 va être compliquée à ce niveau-là. Mais écoute, on en reparlera, mais on fera peut-être découvrir un jour ça à nos lecteurs et... pourquoi pas un jour t'accompagner et venir découvrir les tours que tu proposes à tes clients. Bon, maintenant, il y a des stages enfants, il y a de l'initiation adulte, il y a des stages enduro, de l'aventure TT, des randos à l'étranger, mais aussi on peut presque avoir des stages à la carte. Tout à fait, donc on fait, j'ai pas mal de stages particuliers, donc des gens avec des demandes spéciales, que ce soit au tout-terrain ou des gens de la route qui disent tiens, moi j'ai des difficultés à ceci ou cela, et on fait à la carte avec des exercices à la carte pour les gens qui disent moi j'aimerais bien m'améliorer dans tel domaine ou tel domaine. Et voilà, donc, trial aussi non, trial, non, je ne l'ai pas. C'est très pointu. Hein. Déjà, je ne maîtrise pas spécialement bien le trial, donc je fais ça par plaisir et je prends énormément de plaisir à rouler au trial, mais voilà, je ne peux pas tout faire non plus. On a déjà pas mal de cours, disponibles. Et le trial, je ne suis pas assez performant, je vais dire, que pour... oui, ça reste une discipline quand même particulière. Voilà, c'est vraiment particulier. Je ne suis pas assez performant pour pouvoir avoir la prétention de donner des cours. Il n'y a que ceux qui ne s'y sont jamais frottés et qui ne comprennent pas, parce que rouler en trial, c'est faire tout l'inverse de ce qu'on fait en moto. Tout à fait, oui. Et ça, c'est vraiment perturbant au début, et je sais de quoi je parle. Je suis très perturbé. On va parler d'un autre monde de la moto qui, à mon avis, n'est pas proche de toi. C'est un peu le monde des customs, des cruisers, tu vois, de ces grosses Harley qu'on voit partout. Enfin, toutes les marques, ils sont ça a deux roues à guidon, donc... Oui, donc ça peut être sympa quand même. Ça peut être sympa quand même. Alors, plutôt que d'aller dans les grandes marques traditionnelles qui proposent ce genre de moto, on va découvrir un constructeur coréen qui est Yosung, et qui nous propose un petit bobber de 300 cm3 que j'ai trouvé vachement sympa et qui peut être une belle approche pour ceux qui ont envie de faire du custom mais pas sur des motos trop grosses, ou pour madame qui veut accompagner monsieur. On découvre la Yosung 300 bobber. La mode du bobber, la mode du bobber, elle a toujours cours. Certaines grandes marques s'y sont engouffrées et d'autres y viennent par la petite porte, dont cette marque coréenne Yosung.
Alors, Yosung n'est pas très développé chez nous, n'est pas très distribué. On a eu l'occasion, on a été conviés à faire l'essai de ce petit bobber 300 cm3. Et je dois avouer sincèrement que c'est une belle petite surprise, parce qu'en fait, voilà une moto qui a une certaine gueule, qui vaut 4 990 € TTC, qui est bien finie, on a des passages de câbles bien faits, on a une belle carrosserie, on a une belle peinture, c'est bien fini, il n'y a pas de bruit parasite, on a un petit bicylindre de 300 cm3 et qui est très volontaire, c'est très amusant à conduire. Alors évidemment cette moto est très accessible parce qu'elle est basse, elle n'est pas très puissante, vous n'allez pas vous faire peur avec ça, mais elle est volontaire. Vous allez prendre à 130, 140 avec cette petite moto. Donc ça veut dire que les gens de petite taille ou les dames qui veulent peut-être accompagner monsieur qui lui a une plus grosse cylindrée, eh bien je vous assure que sur la vitesse moyenne des balades, quand on va faire un tour en bande à 5, 10, 15 ou 20, même plus, eh bien en fait cette moto est tout à fait capable de suivre le rythme des balades organisées. Et donc voilà une petite moto avec une belle gueule, super accessible, qui existe en 300 cm3, mais qui existe aussi en 125. La différence n'est pas flagrante. Et en fait, voilà deux petites motos qui sont aussi une belle alternative à la mobilité, parce qu'à ces prix-là, vous vous faites plaisir, vous roulez en moto et vous êtes en ville sur des engins mobiles. Donc on ne le répétera jamais assez, la moto est aussi une des solutions qui permet d'avoir un peu plus de mobilité en ville et de désengorger nos villes qui ne le sont plus beaucoup pendant la période de confinement évidemment, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, les moteurs sont construits en Chine par l'usine Quinki, qui en fait est la même usine qui construit les moteurs pour MASH et aussi pour Suzuki. Pour MASH, il construit, je crois, les moteurs jusqu'à 250 cm3. Ici, on est vraiment sur un beau petit bicylindre, 300 cm3. Et je le répète, de belles factures, tout fonctionne, tout est à sa place. Le freinage est correct, on a évidemment un ABS. On est en Euro 5. Voilà, vraiment une chouette petite moto pour 4 990 €. Moi, je crois qu'on n'est pas du tout volé. Et donc, c'est le genre de petite moto à aller essayer et vous serez surpris de la bonne volonté de ce petit moteur. Richard, revenons un petit peu sur les plus belles ou les plus marquantes courses de ta carrière, hein. Il y en a quand même eu beaucoup. J'imagine qu'il y a des anecdotes un peu particulières et pas toujours que des bons souvenirs. J'imagine que de temps en temps, tu as rencontré le tarmac. Oui, maintenant, bon, je ne suis pas tombé trop souvent, moi, par contre. Je suis tombé 11 fois, donc je vais dire sur toute ma carrière moto, plus 2 en classique, donc ici, les dernières années. Donc ça fait 13 chutes, tout compris, et 7 c'est pas tout compris. beaucoup. Non, donc c'est vrai que je ne tombais pas souvent. Maintenant, ben oui, ça arrive, je suis tombé, donc 13 fois. Et bon, des souvenirs, ben, des courses, oui, il y a pas mal d'anecdotes, il y a plein de courses où c'est des souvenirs exceptionnels que maintenant, bon, j'ai un souvenir qui me revient comme ça, c'est aux 24 heures de Barcelone, où mon équipier, donc Hervé Moineau, est tombé en début de course, et ben, il avait quand même pas mal ramassé, comme on dit. Et donc chaque fois, donc j'ai fait un double relais. Donc Barcelone, c'était quand même une course vraiment physique. Les gens démarraient à 20 h le soir pour terminer le lendemain. Donc c'est encore plus difficile. Spécial, ça. C'est très spécial. Et à chaque relais, Hervé, il repartait. Puis après un quart d'heure, ça n'allait pas, il s'arrêtait. Et tu remontais sur je remontais chaque fois pour 2 relais. Et il ne voulait pas abandonner. En fait, il m'a dit non, on n'abandonne pas. Je dis, et Dominique Meillan, donc, il disait non, on continue la moto, s'il veut continuer, on continue, ça va toi. Je dis on continue. Et puis, c'est un truc exceptionnel que j'ai fait, je ne sais même pas pourquoi, comment, parce qu'on finit quand même 3e. Hein. Et on a été allé à l'hôpital après, on a fait des radios. En fait, il avait 2 fractures au pied, une clavicule et un poignet. Non. Et, il a fait. Bon, il n'a plus roulé des masses, mais je vais dire, on a terminé. Il restait peut-être 20 heures de course, on les a terminées comme ça. Quoi. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on voit là derrière nous des cuirs qui ont été des cuirs de ta carrière. Et en fait, effectivement, il y en a très très peu qui sont marqués. Bon, il y a le Gauloise blonde, là, celui-là, il a un peu ramassé, comme tu dis si bien. Oui. Mais ça, c'est une moto, en fait, donc c'était avec Christian Saron et
Le Mans, c'était Christian Saron et Pierre-Étienne Samin, et le Bol à Christian Saron et Jacques Cornu. Ouais. Et je suis tombé les 2 fois, donc au Mans et au Bol, mais pas de ma faute. Bon, au Mans, il y a eu un problème technique sur la moto, et au Bol, en fait, au moment où je prends mon relais, il y avait toujours des techniciens Michelin, donc, qui étaient là, qui vérifiaient donc, l'état des pneus, etc. Ouais. Et au moment où je monte sur la moto, notre technicien me dit, à la fin du relais, fais quand même attention, pneu avant, ça va être juste. Et puis je fais mon relais, donc tout se passe très bien. Et 2 tours avant la fin, j'arrive donc au Paul Ricard, au bout de la ligne droite, il y a un virage qui se passe très très vite. Et j'arrive au milieu du virage, je sens mon avant qui glisse et je perds l'avant en fait. Donc je me dis, c'est le pneu, comme on m'avait prévenu. Et bien en fait non, parce que c'était quelqu'un qui avait perdu de l'huile. Donc je suis arrivé dans le virage d'après, et puis il y avait déjà 3 motos dans le rail, et puis la suivante c'était moi, et il y en a encore 2 qui ont suivi après. Et, voilà, donc comme quoi des fois je suis, bon, on ne peut pas jamais être 100% sûr, mais je suis pratiquement sûr que si je n'avais pas eu cette information du technicien, si pas entendu je me serais méfié de dire que c'est pas normal de glisser. Ceux qui d'ailleurs, Hervé Mano, qui était sur la Suzuki à cette époque-là, on ne roulait plus ensemble, et était 300 mètres devant moi. Donc après, en discutant, il m'a dit, j'ai eu exactement la même chose. Et lui, il s'est méfié parce qu'il s'est dit, c'est pas normal. Ouais. Il a ralenti et dans le droit, lui, il a tiré tout droit. Il a été tourné à l'extérieur. Donc voilà, des fois, c'est un peu... ça se joue à peu de choses. Hein. L'endurance surtout, et il y a énormément de chutes qui se passent en endurance, où je vais dire sur 10 chutes, il y en a 7 que c'est pas de la faute du pilote. Quoi. C'est des circonstances de quelqu'un qui perd de l'huile, des faits de course qui malheureusement sont des fois un peu lourds de conséquences pour les équipes et les motos. Oui, parce que l'endurance, ça reste quand même quelque chose de particulier, ça reste une foule de détails, parce qu'il y a le pilote, il y a la moto, il y a l'effet de course, il y a tout ce qui se passe dans les stands. C'est vraiment un ensemble de paramètres énorme. Franchement, c'est vraiment la course d'équipe par excellence, parce que pour avoir le meilleur pilote au monde, s'il n'a pas 2 équipiers rapides et vigilants, il faut être très vigilant. Il faut des fois savoir, est-ce que j'ai un problème à la moto. J'ai une anecdote en classique avec Grégory Fastré. Donc on est à Spa et à un moment donné il casse une pièce du sélecteur, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, et en fait lui il remarque qu'en tenant le sélecteur contre avec son talon, il arrive à passer les vitesses, donc il ne rentre pas au box. Et au moment où il rentre dans le stand, au ravitail, et il m'explique, il me dit, il y a un problème au sélecteur, mais il dit, regarde, ça passe, qu'il me dit. Et je démarre, et puis je démarre, et j'essaye première, deuxième, je dis, il est fou, il est con, quoi, il n'y a rien qui passe. Et en fait, je sais, je connais Greg, je sais qu'il ne va pas me faire partir à quelque chose qui... Donc j'ai dit, il me dit, regarde, ça passe, et je regarde, et je remarque qu'en tenant le sélecteur avec mon talon, ça passe. Donc de fait, je fais mon relais. Je perdais 2 dixièmes, il y avait juste la première quand c'est par mètre. Donc je veux dire, quand on était la chicane, même pas la source, on perdait 2 dixièmes sur le tour. Mais ça veut dire que Greg a eu le temps d'expliquer aux mécaniciens sur la moto de réserve, montrer exactement la pièce, ce que c'était. Et bon, c'était compliqué à changer. C'est un truc qui prenait 5, 6, 7 minutes à changer. Ouais. Et puis les mécaniciens, ils ont pu trouver une solution. Donc on est arrivé, pas très mécanique, des mécaniciens qui est un génie. Il a foré un trou donc dans le sélecteur, il a mis une vis Parker, une vis à bois, pour tenir le sélecteur contre. On finit la course. Mais ça veut dire que si Greg rentre au stand, la panique des mécaniciens, la moto rentre, on ne connaît pas le problème. Quand on remarque le problème, il faut aller chercher les clés. On a perdu 10 minutes exactement, donc on perd la course, parce qu'on gagne la course cette année-là avec peut-être 30 secondes d'avance. Donc ça se joue à peu de choses. Comme quoi, ça reste encore magique, parce que des solutions comme ça, c'est magique quand même. Oui, tout à fait. Mais l'endurance, c'est ça, c'est la vigilance aussi bien des pilotes que des mécaniciens. Il y a une intervention à faire ou de ne pas laisser repartir une moto. Quand on ravitaille, le mécanicien, il doit regarder s'il n'y a pas des fois peut-être une vis dévissée ou même pas dangereuse, un truc, un sélecteur qui est dévissé ou... tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment, c'est une victoire collective, c'est d'autant plus beau. Oui, tout à fait. Et tu roules un peu sur la route ?
Très peu. Je roule en déplacement, donc j'ai un scooter pour les déplacements. Voilà, j'ai un T-Max et puis j'ai roulé très peu sur la route. En fait, j'ai eu 2-3 motos de route, mais notamment ma première T250. Après, j'ai eu une petite SV 650, mais comme ça, de nouveau pareil. C'est ça, quoi. Mais je ne roule pas. Tu sais qu'évidemment, la plupart des motards sont des motards routiers, des gens qui roulent beaucoup. Le Belge est quand même quelqu'un qui roule beaucoup à moto. Je te propose de découvrir une machine qui est faite pour ça, c'est la Yamaha Tracer 900 GT, moto qui est munie pare-brise, valise latérale et qui est issue de la MT-09, un moteur 3 cylindres vraiment très amusant. On découvre la Yamaha Tracer 900 GT. Quelle super petite balade. Alors bon, bien en fait, cette Tracer 900 GT, elle remplit toutes ses promesses. D'abord le moteur. Quel moteur? Ce 3 cylindres, qui est le 3 cylindres issu de la MT-09, est un copier-coller, on est à 115 chevaux, mais quelle aptitude il a, quelle rondeur, quelle montée en régime, on ne le dira jamais assez, un 3 cylindres c'est vachement bon à l'utilisation. Alors, bien en fait cette moto, elle est destinée vraiment au voyage. On pourrait peut-être parler des 2-3 petites choses qui fâchent d'abord. Alors si c'est une moto qui est destinée au voyage, je trouve qu'on pourrait avoir un pare-brise un peu plus large qui pourrait offrir une meilleure protection. Ceci dit, le pare-brise est néanmoins réglable en plusieurs positions et le tout en roulant. La moto est très bien équipée d'origine. On a évidemment tout un package électronique en traction control, en mode de conduite qui équipe la moto. On a un écran TFT qui est un peu plus réduit que la concurrence, et la concurrence en fait c'est plutôt la BMW XR 900. Alors on a des protège-mains, on a d'origine 2 paires de valises, de belles contenances qui ne peuvent toutefois pas contenir un casque intégral mais bien un jet. Alors sur cette moto en fait on est un petit peu sur un roadster mais version XL, donc on est un peu sur une aptitude d'un trail, même si on n'en a pas la dimension des roues, même si on n'en a pas le profil pneumatique. Alors c'est une moto très agréable qui se conduit de manière intuitive. On a un très bon feeling au niveau freinage, un très bon châssis, des suspensions réglables à l'avant comme à l'arrière entièrement. Et sincèrement c'est une moto qui est amusante, avec laquelle on prend du plaisir. Là j'ai fait un petit tour dans nos Ardennes par un temps évidemment magnifique. J'ai même eu quelques poussières dans l'œil. Ça c'est évidemment, tous les motards connaissent. Mais voilà, alors position de conduite, ergonomie très bien sur la moto. Là j'ai mes jambes relativement fléchies, les 2 pieds bien par terre évidemment. On a un guidon assez large qui permet une bonne appréhension et une bonne maniabilité de la moto même en ville. Donc ça c'est un excellent point. Rétroviseur idéalement placé, profilé et qui envoie une image ici qui permet d'aller chercher vraiment ce qui se passe derrière vous. Le passager est très bien loti en fait, avec une selle qui est relativement surélevée par rapport au pilote, mais aussi de très grandes poignées qui permettent aux passagers de se tenir de façon facile, agréable et non fatigante. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette moto? Eh bien en fait, hormis son plaisir, parce que c'est toujours là-dessus que je reviens, les gars, le rapport prix-plaisir sur une moto complète qui peut vous emmener loin, je ne la trouve pas fatigante. On pourrait estimer que par rapport à la concurrence, par exemple, le quick shifter qui ne fonctionne que pour la montée est un tout petit peu plus rugueux en fait que par exemple la XR 900 qui est vraiment sa concurrente directe, mais qui est aussi d'une conception un peu plus récente. Alors la pièce maîtresse en fait de cette moto, c'est son moteur qui est rond, qui est coupleux et qui est rempli de puissance. C'est vraiment une moto avec laquelle on a envie de monter les régimes. C'est une moto qui est amusante. Alors bon, évidemment, on est chez Yamaha. Alors bon, chez Yamaha, tout est de belle facture. On peut regarder partout. C'est de la bonne finition. Ces gens savent construire des motos et ils en font depuis longtemps. Alors cette Tracer 900 existe aussi en 700 qu'on essayera
très prochainement dans l'émission. Mais si vous avez un concessionnaire Yamaha près de chez vous, allez jeter un œil. Allez regarder cette moto, demandez pour faire un essai et vous allez être conquis. La base de ce moteur, donc ce 3 cylindres, équipe évidemment la MT-09, équipe le Tracer 900, mais équipe aussi le très étonnant Niken, cette Yamaha avec un double train à l'avant. Bon, allez, moi j'y retourne, il y a encore un peu de soleil et j'ai envie de profiter de la fin de la journée. Ça fait envie. Alors voilà, en évolution urbaine, on est pas mal non plus. Là, je suis à 2000 tours. Voilà, mais je suis toujours en première. Je vais passer la 2. Le moteur ne rechigne pas à descendre très bas dans les tours. Un petit coup d'embrayage, il faut vraiment descendre trop bas en termes de vitesse. Et en fait, la moto enroule parfaitement. Et là, c'est toute la souplesse, évidemment, du 3 cylindres qui ressort en confort d'utilisation, en facilité d'utilisation et en utilisation urbaine. Richard, est-ce que tu as encore des projets compétition? Eh bien non, j'ai raccroché donc en 2016, fin de l'année 2016, Ouais. Suite à une chute à Une Spa. des 13. La 13e. Donc Ouais. voilà où je me suis fait mal pour la première fois en moto. D'accord. Je n'avais jamais eu de fracture avant et là bon, j'ai eu une clavicule gauche, une omoplate de l'autre côté, 7 côtes, un poumon perforé. Donc et là j'ai dit stop, j'arrête. D'accord. Donc à l'hôpital, quand ma fille et ma compagne sont arrivées, j'ai dit j'arrête. Et Greg m'a dit t'arrêtes. Je dis oui. Je dis écoute, voilà, c'est une décision, donc j'étais pas bien. Tout le monde se dit il ira. Ouais, et ça, demain sur il le dira coup. autre chose, quoi. Donc en fait il restait encore une course à Aragon 2 mois et demi après, et on pouvait encore être champion d'Europe. Et j'ai dit ok, je fais la dernière course et puis j'arrête. Et on a gagné la dernière course. On n'a pas été champion d'Europe parce que les autres devaient faire 3e. Et donc on avait engagé 2 motos, l'autre moto avec Bruno Lebihan et Mathieu Lagrive, Ouais. qui étaient aussi vite que nous. Donc le tour aurait pu bien marcher, mais malheureusement eux ils ont eu un problème technique, ils ont dû abandonner. Donc nous on gagne la course et on est vice-champion d'Europe. Et j'ai dit j'arrête et depuis j'ai plus roulé. C'est quand même une boucle extraordinaire parce que Ouais. tu as commencé ta carrière par une deuxième place. Tu as commencé ta carrière par une deuxième place et la deuxième course t'étais premier et tu termines par une première place. Oui, franchement c'est une de mes plus belles victoires. J'ai eu très dur et physiquement. Oui, bon, parce déjà, qu'il y a que 2 mois et ouais, demi les que 2 tu mois, étais. j'ai vraiment travaillé physiquement pour pouvoir piloter. Et moralement, la dernière course c'est dur. Ouais. De dire déjà que je m'étais fait mal et puis la peur, quoi, les gens, il ne faut pas faire celle de trop. Et quand j'ai vu le panneau T2, j'étais à l'arrêt total. Ah ouais. Et après, donc il restait Hurley à Grec, mais bon, on a un temps maximum en piste, etc. Et Christian est venu me retrouver, donc le team manager, en disant peut-être que ça va être juste avec Grec, il faudra peut-être que tu repartes pour un tour ou deux. Oui. J'ai dit non. J'ai dit, en fait c'est passé, mais beaucoup d'émotions quand même. ouais, mon cuir était replié et C'était fini. ouais. Et en parlant de cuir, voilà celui qui a participé à ta décision. En fait, ouais. Coupe. On coupe. Ouais, parce que ça c'est quand même difficile. Hein. Ouais. C'est tellement de souvenirs, c'est tellement d'émotions. Et
C'est vrai que c'est compliqué de se dire on ne va pas remettre un cuir pour remonter sur la piste, mais tu restes dans le monde de la moto, tu restes actif, tu continues à t'amuser, mais c'est dur, c'est difficile. On est tous avec toi, Richard. Pour notre part, le déconfinement s'est bien entamé. On vous avait déjà donné quelques conseils en fait sur la manière de sortir votre moto de l'hivernage. On va continuer ces conseils avec le Dr Grimm qui cette fois va nous parler d'ergonomie. J'arrive ici chez Ducati Liège et en fait je cherche Arnaud. Arnaud? 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 Dr Grimm? Dr Grimm? Allô? Bon, je vais le trouver à mon avis. Je vais chercher un peu. Ça permettra de faire le tour de la concession. Ah, le voilà. Je te cherchais. Salut. Tout va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Eh bien écoute, on va aller chercher le Dr Grimm. On y va. Bonjour et bienvenue dans la séquence mensuelle du Dr Grimm. Alors pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est l'ergonomie. L'ergonomie du pilote, l'ergonomie de la moto, ou comment assembler ou comment installer un pilote correctement sur une moto et pour qu'il se sente bien. Alors l'ergonomie a des influences multiples, d'abord sur la fatigue parce qu'en fait pour la route, en fait, l'ergonomie permet d'augmenter le confort et ne nous cachons pas la vérité, gagner en confort sur route, tout le monde le recherche et il y a vraiment moyen de gagner beaucoup de confort en adaptant sa position de conduite et en adaptant sa moto. Maintenant, au niveau des pistards, une bonne ergonomie permet d'avoir de bonnes sensations et de pouvoir augmenter les performances. Moi, j'ai vu clairement sur moi-même et sur d'autres pilotes où j'ai adapté l'ergonomie que cette ergonomie, cette façon de piloter, ces adaptations sur la moto permettaient de gagner directement du temps parce que l'efficacité globale du corps est meilleure. Eh bien, je vais commencer évidemment par l'aspect routier parce que c'est celui qui est le plus utilisé. Alors, l'ergonomie sur la moto, eh bien, ça commence par la base et pourtant, la base n'est parfois même pas respectée par le motard lambda. Beaucoup de motards montent sur une moto et estiment que la moto est livrée telle qu'elle et qu'il faut l'utiliser telle qu'elle et c'est totalement faux. C'est encore une idée reçue contre laquelle je me bats tout le temps. Tout est là pour être ajusté. Alors, on va commencer par la partie haute de la moto. Évidemment, il y a le guidon. Alors déjà, rien que le guidon, à lui seul, il faut savoir que juste la rotation d'un guidon peut complètement changer la position, avancer, relever. Il ne faut pas hésiter à utiliser le guidon et le faire tourner de manière rotative dans les pontets. Ça va déjà vous permettre de bien modifier la position. Donc, de manière évidente, au moment où vous allez modifier la position du guidon, évidemment, les leviers vont suivre et donc vous allez devoir adapter les leviers. Et c'est parfait parce que les leviers, c'est le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est que les leviers doivent être adaptés. Alors en fait, les leviers, je vois souvent des leviers à des hauteurs différentes, parfois à gauche et à droite, ce qui est déjà anormal. Et puis parfois j'en vois qui ont des leviers trop bas ou trop hauts. Alors la manière de régler ces leviers, en hauteur en tout cas, c'est extrêmement simple. En fait, il suffit de s'installer sur sa moto, bien s'asseoir relax, prendre une position qui est votre position habituelle, mettre les bras, mettre les doigts en prolongement de votre bras et en fait vos doigts doivent tout simplement se poser sur les leviers. Bon, eh bien, écoutez, ici c'est un exemple parfait, on est sur une multistrada, c'est une moto
grand tourisme, donc c'est une moto confortable. Alors comme vous le voyez ici, on illustre parfaitement, je veux dire, l'attitude et le comportement. Alors ici, comme je vous en avais parlé, je suis assis à l'endroit où je serais assis de manière tout à fait naturelle. Et quand je dépose les bras, ici, j'ai les mains qui sont pratiquement dans l'alignement. Si je devais vraiment adapter cette moto pour moi, eh bien, je baisserais les deux leviers très légèrement, de quelques millimètres, juste pour être vraiment parfaitement aligné et donc un petit peu plus bas. Alors comme vous pouvez le constater ici, bon évidemment ici on a la chance d'avoir un embrayage hydraulique, donc ici il n'y a pas de garde au niveau du câble à respecter et vous avez une petite molette qui permet de régler l'écartement du levier. Alors comme je vous parlais tantôt, bon, moi idéalement quand je règle ceci, en fait mon but c'est d'arriver, quand je tends la main, à avoir le levier ici sur les phalanges du milieu pour pouvoir une action directe et forte si nécessaire, que ce soit pour l'embrayage ou le frein. Alors bon, comme je vous en parlais aussi, il y a évidemment cette possibilité d'adapter le guidon. Alors ici, bon, il suffit de dévisser les 4 vis, vous mettez un petit trait comme je vous le disais tantôt, et donc vous pouvez le redresser. Si vous regardez de manière assez logique, si je le pousse, eh bien en fait les poignets vont se lever, tout va basculer, et pour un pilote qui serait beaucoup plus grand que moi, ça pourrait être plus confortable. A contrario, si quelqu'un voulait avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus bas ou un petit peu proche de lui, eh bien, il suffit de tourner le guidon vers soi et tout va légèrement se rabaisser. Et donc, comme je vous le signalais aussi tout à l'heure, eh bien, quand on modifie la position du guidon, il faut inévitablement modifier les réglages des rétros et des leviers qui suivent l'inclinaison, bien sûr. Bon, pour la suite, l'ergonomie, en fait, de manière imagée, on peut estimer que c'est comme un triangle. Quand on regarde une moto de côté, eh bien, on peut vraiment trianguler l'ergonomie pour la comprendre. Donc, point numéro 1, vous avez les poignets. Point numéro 2, vous avez le point de contact avec la selle. Alors, de plus en plus de modèles proposent une assise réglable, et ça, c'est vraiment génial pour les petits gabarits et les très grands gabarits pour vraiment pouvoir adapter. C'est particulièrement pour les petits gabarits parce qu'évidemment, la plupart des gens veulent avoir les pieds au sol, ce qui me paraît tout à fait légitime. Mais donc, on peut adapter, mais voilà, il faut avoir une moto équipée d'un réglage de selle ou bien acheter une selle optionnelle parce que pratiquement tous les constructeurs proposent des selles en aftermarket qui sont des selles basses et qui sont des selles adaptées à des plus petits gabarits. Alors, le troisième point, c'est les pieds. Même chose. Toutes les motos ne sont pas réglables au niveau des repose-pieds. Vous en avez certaines où il y a la possibilité de monter ou de descendre. Bon, ça c'est optionnel, relativement rare. Par contre, les leviers de frein et de vitesse sont modifiables. Et là, je vous invite vraiment à faire aussi un beau travail de réglage par rapport aux leviers de frein et de vitesse. Particulièrement celui de vitesse, je dirais. Alors, je vous explique un petit peu de manière imagée, une fois de plus. Si vous êtes grand et que vous êtes sur une moto, eh bien, comme vous avez des grandes jambes, en fait, vous avez forcément les genoux qui vont plus loin. Et donc, l'axe de pli entre la cuisse et le mollet est forcément, vous avez un axe qui est plus fermé. Donc, de manière automatique, si vous êtes grand, vous allez avoir les pieds qui vont plonger vers le bas. Et donc, les grands doivent avoir des leviers, en général, réglés plus bas que les petits. Donc, les petits contraire, donc petites jambes, angle plus ouvert, ou bien moi par exemple qui fais 1m72, eh bien j'ai l'habitude de rouler avec des leviers relativement hauts et ça me permet d'avoir plus d'efficacité et changer mes rapports plus rapidement. Au niveau du frein, même chose, je constate très régulièrement des leviers de frein beaucoup trop bas et donc je vous rappelle que quand on est sur l'angle, en fait ce n'est pas une bonne chose. Le levier de frein, il faut qu'il soit parfaitement mis à bonne hauteur et donc j'appelle à votre bon sens pour le mettre à la bonne hauteur. C'est relativement simple, c'est peu de choses de les adapter, donc faites-le. Alors ici, je vais vous montrer ce que j'appelle le triangle. Alors le triangle, donc vous avez le point de contact des mains, vous avez ici le guidon, vous avez le point de contact de vos fesses, de votre cul, qui est bien là, et vous avez le point de contact des pieds. Et donc si vous tracez un triangle, vous aurez un angle d'ouverture qui vous permettra d'évaluer la base de réglage de l'ergonomie de votre moto. Alors ici, on est sur une multistrada, on a la chance d'avoir une assise qui est modifiable, on peut la descendre ou la monter. C'est évidemment un gain non négligeable.
Au niveau des repose-pieds, comme la majorité des motos, eh bien, ce n'est malheureusement pas réglable. Par contre, vous avez le réglage du levier de vitesse qui est relativement aisé et que je vous invite à vraiment adapter sur vos motos. Panigale V2, une sportive, carénée, pas spécialement extrême en termes de position. Et donc là, on peut détailler de nouveau le fameux triangle. Point de contact avec la main, point de contact avec les fesses, point de contact avec les pieds. Voyez la taille du triangle qui est beaucoup plus fermée et donc on peut conclure que plus vous ouvrez les côtes de votre triangle, plus vous aurez une moto confortable. Donc si vous avez l'occasion sur vos motos d'adapter le guidon, d'adapter la selle et ce genre de choses, retenez qu'en ouvrant votre triangle, vous allez gagner en confort. Au niveau du levier de vitesse, je vais vous donner une petite anecdote, c'est assez parlant de la problématique de la hauteur du levier de vitesse. Quand les gens roulent avec un levier de vitesse trop bas, eh bien, le fait de devoir placer le pied au-dessus et de lever, régulièrement, si le levier est trop bas, en fait, au moment où vous lâchez le pied et que vous le redescendez, parfois vous ne le redescendez pas suffisamment et donc la vitesse ne se verrouille pas totalement. Ce qui veut dire que quand on repasse un rapport, parfois on peut avoir ce qu'on appelle un faux point mort, ça veut dire qu'on est entre deux vitesses. Et donc la plupart des gens qui se plaignent de boîte de vitesse ou de problèmes de boîte de vitesse, la première chose que je regarde, c'est toujours la hauteur du levier de vitesse parce que ce manque de verrouillage, parfois en fait provoque tous les problèmes qui ne sont pas un problème, c'est juste tout simplement un problème de réglage. Alors, un petit truc ici pour les pistards. Donc là, il y a une base de réglage différente. Ça peut paraître incroyable, mais c'est le cas. Alors, en deux mots, je vous explique. Bon, en fait, le principal défaut de quelqu'un qui fait de la route avec une sportive et qui vient sur circuit, c'est qu'en fait, il a adapté sa moto pour la route. Donc, ça veut dire qu'un motard routier, en général, se tient relativement près du réservoir, ce qui est le plus confortable. Et donc, quand il règle ses leviers sont donc normalement relativement bas. Alors, quand on fait de la piste et quand on commence à en faire beaucoup, le réglage en fait, des leviers est légèrement différent parce que, en fait, sur circuit, au moment où vous freinez, en fait, en tout cas pour un pilote qui pilote correctement, au moment du freinage, il faut mettre tout le poids vers l'arrière et il faut pousser très fort sur les bras parce qu'évidemment, le freinage sur circuit est vraiment très appuyé. Résultat des courses, que je règle les leviers quand je suis comme ça ou comme ça, eh bien, les leviers sont différemment positionnés et donc en général, il faut légèrement l'élever un peu plus en position pistard. Pour les pistards, toujours un petit truc. Bon, alors comme vous le savez, la plupart du temps, pour les pistards qui préparent vraiment leur moto, il est assez habituel de monter de ce qu'on appelle des commandes reculées. Alors le terme est un petit peu délicat et parfois mal interprété parce qu'en fait le recul est plutôt un rehaussement des repose-pieds, à savoir que le but c'est de gagner de la garde au sol, ça veut dire que si vous prenez beaucoup d'angles, le but c'est de ne pas avoir la botte qui frotte. Alors je vois aussi souvent des motards, des pistards qui mettent des commandes reculées et parce qu'on leur dit commande reculée, la première chose qu'ils font c'est totalement reculer leur repose-pied. Et en fait, c'est une erreur. Une erreur pour une raison simple, c'est que sur circuit, quand on pilote, on a besoin des pieds et on doit pouvoir appuyer sur les repose-pieds pour pouvoir passer de gauche à droite. On utilise énormément les jambes quand on fait du pilotage sur circuit. Si vous avez les pieds trop en arrière, en fait, vous diminuez la force que vous avez dans les cuisses pour appuyer sur les repose-pieds. Et donc, c'est une erreur de les reculer trop. Il faut, à la limite, pratiquement garder la position d'origine en termes de recul. Par contre, c'est principalement en hauteur qu'il faut régler vos commandes pour gagner en garde au sol. Bon, vous l'aurez compris, c'est peu de choses et en même temps, ça fait beaucoup. L'ergonomie, les réglages des leviers, les réglages à tout point de vue, de hauteur de selle, de hauteur de levier et tout ça est important. Et je vous invite une fois de plus à être un peu couillu et y aller avec vos clés. Allez-y franchement, faites des réglages modifiés, revenez en arrière si vous voulez, mais changez vos positions. Vous allez voir que vous avez tout à gagner. Écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai fini. Je vous remercie d'ailleurs pour votre attention et le succès de l'émission. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, à ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer d'éventuelles questions si vous voulez qu'on aborde des sujets qui vous interpellent, si vous avez des réglages ou des situations particulières qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous revenir, nous sommes là pour ça.
Et donc, on essayera d'aborder les sujets que vous nous suggérez. Je vous souhaite un très bon mois et gaffe sur la route. Sacré Dr Grimm. Bon, le mois dernier, j'avais lancé un concours. Vous avez été des centaines à répondre à ce concours parce que c'est pas courant. On pouvait gagner une moto. Cette moto, c'était une Mash 125-70. Je n'ai pas compté combien vous avez été à me répondre, mais en tout cas, nous allons découvrir ensemble l'heureux gagnant de ce concours. Bon, me voici à Amoir, dans la concession Mash. La célèbre concession Mash de Amoir, où on va remettre le prix du concours qui était une Mash 70 125 cm3. On attend d'une minute à l'autre Alain Bourgeois, le vainqueur, qui a répondu à toutes les questions. Alors, ces questions étaient, d'abord le poids de cette moto, on pouvait évidemment le trouver assez facilement sur le site Mash, et c'était 127 kg. Ensuite, le nombre de modèles qui étaient affichés sur ce site, qui était le site.be, je le rappelle, c'était 21 modèles. Et enfin, la question subsidiaire qui était une consommation de cette moto sur 54 km. Et je vous propose de découvrir le chiffre exact sur la petite vidéo que j'ai tournée pour prouver évidemment la quantité exacte d'essence qui avait été rajoutée dans le réservoir. Voici la petite vidéo. Je viens de refaire le plein et j'ai donc mis 1,27 litre. Donc voilà, donc la bonne réponse était 1,27 litre. Vous avez été très nombreux évidemment à répondre à ce concours. Je ne pourrais pas les compter, mais c'est des centaines de réponses que j'ai reçues. C'était pas évident de départager le vainqueur parce que vous étiez relativement proche. Il y avait évidemment une condition, une double condition qui était aussi à remplir, c'était le fait d'être abonné à la page Facebook Carter&Piston Média Thierry Dricot et à la page YouTube Thierry Dricot avec l'émission Carter&Piston. Et donc Alain Bourgeois a rempli toutes ces conditions, on l'attend et on va bientôt faire sa connaissance. Bon, Alain Bourgeois, bonjour. Bonjour et félicitations. Merci. Vous avez gagné ce concours, vous avez gagné une Mash 125 70 et un casque. C'est pas mal. C'est quoi votre profil motard? Plutôt grosse allemande. D'accord, ok. C'est pas une tare. Hein. Non, non plus. Moi aussi, je roule sur ce genre de moto et ça roule évidemment très bien. Alors, elle va être destinée à qui, à quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette Mash? Ben, je dois bien vous avouer que je n'en sais rien encore. D'accord. Je vais probablement l'essayer, rouler un petit coup avec, mais ouais, d'accord. Ok. Probablement faire un cadeau. Ah, ça c'est bien, ça, c'est généreux, c'est pas mal. Et donc, je rappelle que la question subsidiaire, celle qui a vraiment départagé tout le monde et qui a été très difficile pour la plupart ont fait une règle de 3 sur une base de 3 litres au 100. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, bon, il y en a beaucoup qui étaient entre 1,6 litre et 1,8 litre. J'ai eu beaucoup de réponses dans cette tranche-là. Mais bon, la bonne réponse était 1,27 litre. Comme je viens de le démontrer sur la petite vidéo de preuve, entre guillemets, que j'avais tournée au moment de faire le plat. Et donc, écoutez, on va la découvrir ensemble, hein, cette petite machine. Donc la voilà. Elle a 54 km plus 5. Hein. Donc voilà, et là maintenant, écoutez, je vais vous demander, on va accueillir Christophe, qui est le concessionnaire Mash ici. Bon Christophe, tu avais généreusement proposé que le gagnant repartirait évidemment avec la moto en partant de chez toi, mais aussi avec un casque sur la tête. Et donc ce casque c'était l'AGV qui est ici. Voilà, donc un AGV K1. D'accord. Noir mat. D'accord. Nickel avec la moto. Maintenant on va essayer pour la taille. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Voilà, écoute, on n'est que deux, mais on va applaudir Alain parce que voilà, félicitations.
Ben voilà, beaucoup de plaisir avec cette moto, hein, ne fût-ce que pour aller chercher le pain le dimanche, et puis des petites balades vraiment sympas parce que ça marche bien. Bon, elle a 54 km, il faut encore un tout petit peu lui laisser le temps de s'ouvrir au monde parce qu'elle est encore un tout petit peu paresseuse. Mais j'avoue qu'entre le kilomètre 1 et le kilomètre 50, il y avait déjà une différence. Donc forcément, ça ne va pas avoir le couple d'un Coflat Twin 1200 cm3 ou 1250 de l'usine allemande, mais néanmoins c'est très sympa et puis ça fait 127 kg et donc c'est hyper léger, c'est vraiment très amusant. Donc voilà, beaucoup de plaisir, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour sur les routes peut-être avec, pourquoi pas, et pour le reste, ben, gaffe sur la route. Hein. Toujours. Bon Richard, il est tout doucement déjà temps de se quitter, ça file. Oui, tout à fait. Ça va très vite. Moi je ne peux que recommander à tous ceux qui veulent débuter, progresser ou appréhender de nouvelles techniques, de prendre contact avec toi, de prendre rendez-vous avec l'école et d'aller se perfectionner. Allez jeter un coup d'œil sur le site de l'école qui s'affiche ici en dessous. Merci pour ton accueil, merci de nous avoir reçus ici. C'était un beau moment avec des émotions, mais des souvenirs, une belle histoire, souvenirs, exactement, avec des souvenirs qui sont là derrière nous, mais qui sont surtout dans ta tête. On se reverra nous prochainement, j'imagine, sur une zone ou l'autre, avec un dimanche, en espérant que les terrasses soient réouvertes pour boire une petite chope ensemble après. Quant à moi, bien écoutez, je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour le numéro suivant de Carter et Piston. Et de manière traditionnelle, d'ici là les gars, gaffe sur la route. La passion de la moto, c'est Motokaiser à Limerlé dans les Ardennes. Visitez motokaiser.com. Ouvert tous les dimanches après-midi. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait